plutôt que de pleurer sur ce que vous aimeriez avoir, ah, si seulement j'avais 1 million d'euros pour financer mon prototype, oui, mais t'as pas 1 million d'euros. Oui, mais non, tu l'as pas. Donc, regarde ce que tu sais faire, ce que tu as, et fais avec ça. Compliqué, je veux bien. Extrêmement difficile, je veux bien. Oui, mais pas impossible. Et si c'est pas impossible, on peut le faire. Allez-y, au travail. Et puis, quelques années après, le booster, il se pose. Y compris par des ingénieurs qui lui avaient expliqué que c'était impossible. Bonjour Dominique, bonjour Philippe, bienvenue dans le podcast L'entrepreneur augmenté. Aujourd'hui, on va se poser une question. Je vous propose de vous poser la question, qu'est-ce qu'une bonne décision entrepreneuriale? Et pour introduire, on va commencer par une petite histoire, l'histoire de Frédéric Mazella, euh, le fondateur de BlaBlaCar. Alors, on est en décembre 2003, à la gare Montparnasse, à 18h. Frédéric Mazella, il a 28 ans, il est ingénieur fraîchement diplômé de Stanford. Il fixe le panneau d'affichage, train supprimé. Il veut rentrer chez lui dans la Vendée pour Noël, et donc il n'y a pas de train de remplacement avant le lendemain. Il est planté là sur le quai avec sa valise. Il est passager de sa propre vie, subissant les circonstances. Mais quelque chose bascule, il sort de la gare, observe le périphérique parisien, et des milliers de voitures font exactement le même trajet. Direction l'ouest, chacune avec 3-4 places vides. Et s'il devenait pilote de sa situation au lieu de la subir? Rentré chez lui, il crée un site web basique, pas de business plan, pas d'étude de marché, juste « j'ai ce problème, d'autres l'ont sûrement ». Et aujourd'hui, BlaBlaCar, c'est 100 millions d'utilisateurs avec une valorisation de plusieurs milliards. Alors dans un monde où 90% des startups échouent, pourquoi est-ce qu'on continue à croire qu'une bonne décision se mesure à son résultat? Et cette histoire, elle va nous accompagner tout au long de ce podcast. Mais du coup, je voudrais d'abord vous poser une petite question pour vous présenter. Donc Philippe, tu as un parcours un peu atypique. Tu as été entrepreneur, puis chercheur. Qu'est-ce qui t'a fait de passer de l'action à l'étude de l'action? Et est-ce qu'il y a eu un moment de déclic? Pas vraiment, comme souvent dans des aventures entrepreneuriales, il y a plus une continuité. Alors d'abord, je n'oppose pas l'action et l'étude de l'action. Moi, quand j'étais entrepreneur, je réfléchissais aussi à mes actions. Je lisais des bouquins sur l'entrepreneuriat et je réfléchissais à ce que je faisais à l'aune de ces bouquins. Et ce qui m'avait frappé, c'était que ce que je faisais avec mes associés, qui avaient l'air de fonctionner, puisqu'on avait une boîte de 25 personnes qui gagnaient de l'argent dans un secteur de haute technologie, bah, ça correspondait pas à ce que je lisais dans les livres. On va en parler, mais enfin en gros, ça nous disait qu'il fallait qu'on soit visionnaire, qu'on ait des objectifs, et on fonctionnait pas comme ça. Et puis un jour, je me suis rendu compte que ça s'appelait l'effectuation, et par une suite pas que de hasard, j'aimais aussi réfléchir et écrire des choses. Je suis passé à l'étude de l'action. Mais encore une fois, les deux, pour moi, se mélangent quasiment en permanence. D'accord. Et Dominique, donc toi, tu as accompagné beaucoup d'entrepreneurs aussi, avant d'aller aussi dans la recherche. Euh, Quand est-ce que tu as compris que le business plan traditionnel ne fonctionnait pas? Qu'est-ce qui te faisait douter? Moi, ce qui m'a fait douter, c'est que quand c'est l'obsolescence des business plans, c'est-à-dire que aussitôt qu'il est écrit, il fallait le réécrire parce qu'il y avait des données nouvelles qui venaient invalider la projection, donc il fallait recommencer. Et comme à l'époque, je m'intéressais pas mal au management de projet, j'observais que il fallait tout refaire, quoi. Parce que si l'objectif était défini, bah, il fallait réorganiser les lots de travaux, les tâches, et ça à chaque fois qu'un événement survenait. Et je comprenais pas pourquoi, en fait. C'était une interrogation, jusqu'à ce que je découvre justement l'effectuation, qui soit vraiment la réponse satisfaisante que je recherchais. D'accord. On n'a pas encore défini l'effectuation, mais on va le définir après et voir peut-être les liens. Euh, Puisque dans le stoïcisme, en gros, il y a deux parties qui, je trouve, sont intéressantes sur l'aspect décision. Il y a le fait de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler et les lâcher prise sur ce sur quoi on n'a pas le contrôle. Et il y a aussi un autre aspect qui est prévoir le pire. Alors, j'ai pas un latin très développé, mais premeditatio malorum, se préparer au pire, qui fait penser un peu dans l'effectuation à la perte acceptable. Euh, Philippe, de chez toi, quand tu décris les 7 idées du contrôle, est-ce que on c'est pas proche de justement de cette sagesse stoïcienne? Est-ce que l'entrepreneur est une sorte de Marc Aurèle des temps modernes? Oui, alors ça serait peut-être ambitieux de dire ça, mais c'est une philosophie effectivement qui vient de très loin, qui est de dire
Bah, dans la vie, il y a des choses sur lesquelles on a de l'influence et d'autres sur lesquelles on n'a aucune influence. Alors pour prendre un exemple contemporain, moi personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, on n'a aucune influence sur ce qui se passe, je sais pas, à Gaza, en Ukraine ou aux États-Unis ou sur tel ou tel marché, sur l'IA, etc. Il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut avoir de l'influence. Alors c'est pas forcément au sens mondial du terme, mais ce que font des entrepreneurs effectivement avec l'effectuation, c'est d'identifier ce sur quoi on peut avoir un degré de contrôle. Et donc ça peut être effectivement sur un marché autour de soi, et effectivement de reconnaître qu'il y a plein d'autres choses sur lesquelles on n'aura pas de contrôle. Donc oui, on retrouve un peu cette philosophie, concentre-toi sur ce sur quoi tu peux avoir un impact, accepte peut-être à regret, mais c'est comme ça qu'il y ait d'autres choses sur lesquelles tu n'auras pas d'impact. Et ça, c'est extrêmement puissant. La difficulté, elle est que ça n'est pas si facile que ça d'identifier ce sur quoi on peut avoir un impact. On peut, par exemple, surestimer sa capacité à avoir un impact dans un certain nombre de domaines, ou au contraire, sous-estimer. Alors beaucoup de gens disent « Ah oui, mais à mon niveau, je ne peux rien ». Donc là, on va être dans une espèce d'impuissance apprise qui est un peu l'autre extrême. Et puis, si j'ajoute, c'est que la capacité à avoir un impact sur quelque chose, c'est pas un absolu, c'est quelque chose qui se construit. Donc il ne s'agit pas tant d'identifier ce sur quoi on peut avoir un impact que de s'organiser pour en avoir un. Donc ça, c'est aussi une petite nuance, mais effectivement, on est un peu dans cette même philosophie. Et quant à la prévision du pire, alors non pas que l'entrepreneur soit une espèce de pessimiste en disant je me focalise sur ce qui est le pire, mais effectivement, il y a cette idée de dire, plutôt que d'essayer de spéculer sur un gain attendu, si j'investis tant dans ce projet, ça va me rapporter tant, c'est de se dire, je vais faire ça parce que au pire, je perds ça. Alors typiquement, j'ai une idée, je vais aller voir quelqu'un, passer 1 heure avec lui pour avoir une information qui me serait très utile, parce que au pire, si j'ai pas cette information, j'aurais perdu 1 heure et ça, je peux me le permettre. Donc c'est effectivement ce qu'on appelle la perte acceptable, sur laquelle je pense qu'on reviendra. Dominique, toi, est-ce que tu as remarqué aussi que les entrepreneurs qui ont réussi ont cette capacité un peu stoïcienne à voir ce qui dépend d'eux et ce qui en dépend pas? Oui, d'autant plus que en fait, quand on regarde, les projets entrepreneuriaux qui ont réussi, c'est des projets qui ressemblent beaucoup à l'identité du porteur, de celui qui porte le projet et donc ça veut dire que quelque part, l'identité qui est au cœur de l'entrepreneuriat, c'est le premier moyen qui permet d'exercer un certain contrôle. Sous-entendu, il y a des choses qui me ressemblent, des choses qui me ressemblent pas. L'idée, c'est pas de considérer qu'il y a des opportunités abstraites, à rejoindre, des optimums de marché, qui sont dans des fictions, complètes, mais plutôt de voir effectivement que, de par un parcours de vie particulier, ce parcours rend des possibilités, enfin, heu, permet un certain nombre de choses et donc il y a des compréhensions qui s'opèrent, à partir de l'identité et pas du tout à partir d'un idéal de marché. Donc effectivement, la dimension du contrôle, à mon avis, le premier élément, c'est le partir de soi, en fait, hein. Donc c'est, heu, pour, heu, pour être sûr qu'on s'achemine vers des choses que l'on maîtrise, tout simplement. Alors, je propose justement aux gens qui écoutent là de se faire une petite pause et de se poser la question justement de partir de leur identité, de lister un peu mentalement des compétences uniques qu'ils auraient, pas des idées, mais justement qu'ils puissent réfléchir un petit peu à ces compétences qu'ils pourraient actionner dans leur projet entrepreneurial. Donc voilà, ils peuvent mettre en pause et puis se poser la question. Et nous, on va passer à la suite avec l'exemple un peu anti-effectual qui est Elon Musk avec Tesla et SpaceX, qui est dans une vision, qui vient de sortir d'ailleurs son master plan partie 4, qui a une vision effectivement long terme, une prédiction totale, et qui en a à son 4e master plan. Comment on peut du coup expliquer ce succès pour toi, Philippe? C'est très simple. L'effectuation ne dit pas il faut pas être visionnaire. Elle ne dit pas qu'il ne faut pas commencer avec une grande idée. Elle dit vous n'êtes pas obligé de commencer par une grande idée. Et donc, très naturellement, il y a des entrepreneurs qui sont non effectuaux
Et Elon Musk, alors quand on regarde le détail, c'est un peu plus compliqué, mais pour simplifier, Elon Musk, c'est le type de l'entrepreneur visionnaire. Effectivement, un jour, il s'est levé, il a dit, je vais envoyer des gens sur Mars, et il va passer 40 ans à essayer de mettre en œuvre ce plan. Alors, quand tu prononces le mot de master plan, en plus il y a un plan de plan, donc là on est... et c'est ok, c'est parfaitement légitime, et donc on va avoir deux grands types de démarches. La démarche, effectivement, à la Elon Musk d'entrepreneurs qui partent avec une vision, une idée claire et qui vont agir pour la rendre réelle. Et puis à côté de ça, on va voir des gens qui vont plus être en émergence, effectivement, donc là, avec l'effectuation, et pour lesquels l'idée va se construire au fur et à mesure, en fonction d'un certain nombre d'événements aléatoires, en fonction, comme le disait Dominique, d'éléments très personnels qui leur tiennent à cœur. Et quand on oppose ces deux modes, c'est plus sur un plan intellectuel pour bien les comprendre. Mais je pense que les deux sont utiles. On a d'un côté des gens qui en quelque sorte résolvent des problèmes. Alors ça peut être des problèmes qu'ils ont même inventés eux-mêmes, hein, parce que ne pas être sur Mars, c'est pas un problème en soi, mais enfin en tout cas, on va être dans cette grande catégorie-là de, voilà, il y a une grande idée et puis on va mettre des moyens pour y arriver. Alors on n'y arrive ou pas, ça c'est un autre sujet. Et puis il y a d'autres gens qui sont plus dans la curiosité et l'émergence, et je pense que les deux modes sont importants. Et parfaitement légitime. Dominique, toi, de ton côté, qu'est-ce que t'as vu Alors, qu'est-ce entre que des projets qui étaient parfaitement planifiés ou des projets qui n'étaient pas du tout prévus, qui ont réussi? le problème de parler d'un projet qui a réussi a posteriori, c'est toujours un peu difficile parce qu'on peut construire l'idée qu'il y avait une vision sous-jacente alors qu'en fait elle était émergente. Mais bon, ça c'est le problème de la narration. Après, effectivement, moi des entrepreneurs visionnaires, j'en côtoie très très peu. On parle, faudrait le définir, mais entrepreneur visionnaire au sens il sait exactement ce qu'il va faire, hein, donc parce que si c'est une vision qui consiste à dire: il y a un problème à résoudre», un peu à la manière de ce que tu exprimais par rapport à Blablacar, bah, oui, il y avait un problème à résoudre, donc là, sa vision, c'est de dire que ça vaut la peine de le résoudre. Se focalise sur la résolution d'un problème, j'ai pas de difficulté. Par contre, si effectivement, si c'est sur, tout un ensemble de moyens qui permettraient d'atteindre un but particulier, là, effectivement, moi, j'en rencontre très peu. Et on peut même s'interroger jusqu'à quel point, en fait, un Elon Musk, il arrive, en fait, à respecter le plan qu'il a défini. Probablement pas aussi bien qu'il veut le dire. Donc c'est pour dire que quelque part, il faut véritablement se méfier des justifications ex post et globalement, moi, les entrepreneurs visionnaires, au sens de: «Je sais exactement ce que je vais faire et comment je vais le faire», ben, j'en croise pas tous les jours, hein. Là, en fait, son master plan, c'est effectivement, c'est plus une grande vision, une grande direction qu'un plan précis, hein. Surtout que là, il part sur la croissance infinie, l'intégration de l'IA dans le monde physique. Oui, mais c'est effectivement avec les nuances que Dominique indique. Je crois qu'aucun entrepreneur n'a jamais exactement suivi son plan. Mais quand même, il y a effectivement un modèle qui est très important, qui est ce type-là, c'est-à-dire... Et d'ailleurs, Quentin, quand tu citais Blablacar tout à l'heure, moi je défendrais l'idée que Blablacar c'est très causal, c'est-à-dire que le hasard lui fait découvrir un problème, et ensuite il s'est attaché à résoudre ce problème en trouvant des moyens et en levant de l'argent, etc. Donc c'est complètement causal, et ça montre que c'est une très belle réussite entrepreneuriale, qui est quand même globalement causale, puisqu'il s'est pas dit qu'est-ce que je pourrais faire avec mes moyens, etc. Il s'est dit tiens, il y a un problème auquel dont j'avais pas pris conscience, et donc là le problème c'est que alors on pourrait aussi dire, enfin le problème c'est qu'il y a des problématiques de transport. On pourrait aussi dire que, ayant pris conscience que plein de voitures roulaient à vide, il s'est dit que puis-je faire avec le fait que des voitures roulent à vide, et ça lui donne une idée. Vous voyez, donc on peut toujours avoir un peu deux lectures, et dans la vie réelle, ces deux lectures se composent. Hein. Oui, Voilà. il a vu Donc, ça comme une ressource aussi. voilà, donc il faut comprendre ces deux grands modèles. Je pars d'une idée ou d'un problème et je le résous, et puis de l'autre modèle, c'est j'ai des ressources et puis j'essaie d'en faire quelque chose, et se dire que dans la vie réelle, ça peut être un mélange des deux. Alors Elon Musk est vraiment un cas extrême, je dirais, du modèle objectif, mais parfois on mélange un peu les deux, enfin, moi je pense que c'est parfaitement légitime. Et c'est vrai que là, par exemple, il y a aussi la question de l'hypothèse, puisque je reprends sur Twitter, là, il se base en fait sur il appelle ça des principes guides. Donc il dit, OK, la croissance est infinie, l'innovation enlève les contraintes,
La technologie résout des problèmes tangibles. Donc ça, c'est ces hypothèses. L'autonomie doit bénéficier à toute l'humanité. Euh, un meilleur accès délivre une meilleure croissance. Et de là, il dit, on va aller vers une abondance soutenable. Donc en fait, effectivement, Ouais, il y a un certain nombre d'hypothèses. Et il dit, bah, de ces hypothèses, voilà où je veux aller. Mais c'est proche d'une démarche scientifique. Alors, comme toute hypothèse, elles sont évidemment critiquables, puisque ce sont des hypothèses. Et à partir de ces hypothèses, il va dérouler une théorie qui va tenter de vérifier. Donc il y a une forme de démarche scientifique. Et comme toute démarche scientifique, bah, peut-être que la vérification de ces hypothèses échouera, ce qui pourra peut-être questionner les hypothèses. Je trouve que intellectuellement, c'est assez fascinant. Plus généralement, l'idée, et ça, Musk a toujours été comme ça, de poser des principes d'action, alors qui ne sont pas ceux qu'on retrouve dans l'effectuation, etc., mais quand même cette idée de principe, par exemple de dire tout ce qui ne s'oppose pas à une loi de la physique est théoriquement possible. Ouais, c'est extrêmement puissant. Les first principles. Voilà, c'est extrêmement puissant. Et moi, je sais qu'il y a des... Je trouve que j'ai un ami qui a bossé chez Musk et il le met vraiment en pratique en termes de management. Et ça donne des choses que les gens finissent par réussir à faire alors qu'ils avaient tous expliqué que c'était pas possible. Et Musk leur disait, bah, j'entends ce que vous me dites, sauf qu'aucune loi de physique me dit que ce que je vous demande est impossible, donc c'est au moins théoriquement possible. Donc là, il pose si ces hypothèses, si ces hypothèses sont bonnes, pour lui, il va dire, bah, moi, je peux réussir mon objectif. Voilà. Et donc, effectivement, je pense un peu à voix haute, hein, mais en échangeant avec toi là-dessus, je me dis qu'il y a quelque part une forme d'effectuation derrière, parce que c'est un constat qui libère des possibles, en fait. Et c'est vachement puissant. Enfin, je trouve ça intellectuellement très intéressant. Et on peut aussi questionner un peu les présupposés, enfin les principes qu'il évoque. Par exemple, quand il dit que effectivement l'innovation lève des contraintes, la réponse c'est vrai, mais l'innovation génère d'autres contraintes. Donc ça veut dire que quelque part, un monde où on va vers la fin des contraintes, c'est une utopie. Donc ça veut dire que quelque part, il y a aussi de l'utopie dedans. Mais cette utopie, au sens où le disait Philippe, elle désinhibe des actions. Donc quelque Alors, part, il y a de l'utopie ou en tout cas de l'incertitude, puisqu'on voit quand même aussi que l'IA accélère un certain nombre. On regarde je me suis amusé il y a quelques jours à regarder toutes les découvertes qui avaient été accélérées avec l'IA ces derniers mois. C'est assez incroyable. En biologie, on est en train de faire une sorte de saut quantique aussi. En fait, aujourd'hui, c'est pas possible. Est-ce que demain, est-ce que c'était quelque chose qui, aujourd'hui, effectivement, on considère que c'est pas possible, parce que c'est quelque chose qu'on sait pas, et demain sera vrai. Mais c'est là qu'on reste dans l'hypothèse. C'est fascinant parce qu'on revient sur ton Marc Aurèle, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que des choses que l'on considérait comme complètement impossibles peuvent devenir possibles assez rapidement. Parce que là, on est, en ce qui concerne l'IA, on est dans une phase... moi, je distingue toujours dans les innovations la phase un peu d'incubation, et puis après, il y a une phase exponentielle. Là, on est clairement dans la phase exponentielle, et ça veut dire que ce qui est... Alors, je suis en train de lire en ce moment un bouquin d'un scientifique qui explique qu'il y a plein de choses qui sont impossibles, alors que maintenant on les fait tous les jours sur un ordinateur. Et ça, on aura toujours cet élément de les évidences d'aujourd'hui sont souvent les impossibilités d'hier. Hein. Rappelons-nous quand même que les scientifiques expliquaient que le plus lourd que l'air était impossible, que faire voler un avion c'était pas possible, puisque comme c'était plus lourd que l'air, évidemment que ça va tomber. Enfin voyons, c'est les lois de la physique, vous voyez. Bah non, en fait. Si on revient encore sur Marc Aurèle, c'est attention, il y a des choses que l'on croit, j'extrapole un peu, choses que l'on croit impossibles, qui en fait sont possibles, mais juste pas encore maintenant, parce qu'on n'a pas la connaissance. Et ça, il faut faire attention parce que on peut, et là c'est un peu l'inverse de l'utopie, c'est que on peut s'enfermer en se disant des choses seront impossibles alors qu'en fait elles le sont. Rappelons-nous un autre exemple, Malthus, qui au tout début du 19e siècle dit jamais on pourra nourrir une population supérieure, alors à l'époque il y avait à peu près 800 millions de personnes, jamais on pourra nourrir une population de 800 millions de personnes parce que c'est juste pas possible. Aujourd'hui on est plus de 7 milliards et il y a encore des famines, mais enfin on nourrit sur les 7,5 milliards, on doit être capable de nourrir 7,400, beaucoup proche de...
faut pas non plus effectivement être naïf, mais il y a cette idée que les impossibles sont pas si impossibles que ça. Et que c'est aussi, effectivement, lui, il se dit, moi je suis le pilote et je vais travailler là-dessus et je vais faire en sorte que ça Alors soit ça, c'est possible. très causal. Voilà, voilà, on va aller sur Mars. Il retarde, lui, il se dit, effectivement, à chaque fois. Apparemment, moi j'ai écouté aussi des interviews, il y croit vraiment, hein. Oui, bien sûr. Ah oui, Il y croit vraiment, il est vraiment persuadé. Du coup, quand il annonce un truc qui est en retard, c'est pas un mensonge, c'est pas vraiment, c'est pas que du Après, marketing. il a été en retard très souvent. On s'est beaucoup moqué de lui. Moi, j'adore les gens qui sont sur leur chaise et qui se moquent des entrepreneurs parce Ceux qui- qu'ils avaient prévu un truc et le truc a un an de retard. Ça me fait toujours beaucoup rire. Vous savez, c'est comme quand on regarde le match, on se dit, bah, enfin, pourquoi il a pas marqué le but, Mbappé, quand même bon, bah parce que lui il était sur le terrain et pas toi. Mais rien que par exemple de faire réatterrir ces boosters à l'endroit où ils avaient décollé, c'est un truc qui était considéré comme impossible. Si vous lisez sa bio dans le bouquin, tout le monde lui explique que c'est pas possible. Et lui dit bah vous m'avez pas démontré que c'est impossible, je suis désolé. Compliqué, je veux bien. Extrêmement difficile, je veux bien, oui, mais pas impossible. Et si c'est pas impossible, on peut le faire. Allez-y, au travail. Et puis quelques années après, le booster il se pose y compris par des ingénieurs qui lui avaient expliqué que c'était impossible. Il y a quelque chose de fascinant dans ça. Donc, et Dominique a raison, il y a cette idée de contrainte, mais oui, on va lever des contraintes. Alors, il y a des contraintes qu'on ne peut pas lever, qui sont ces contraintes des lois de la physique. Et les connaît-on vraiment, ces lois de la physique Je ne sais pas. Hein, donc, attention. Et puis, évidemment, l'innovation, elle va aussi amener des contraintes. Mais ça, c'est aussi le jeu. Et puis, à considérer aussi les innovations comme des objets techniques, donc reliés à des lois de la physique. Il faut faire attention parce que finalement, l'innovation, c'est un phénomène social d'adoption, Oui. d'invention, et que là, effectivement, les lois de la physique, elles s'expriment plus, en tout cas pas de la même manière, j'imagine. Oui, ça va être une fois qu'on pourra aller sur Mars, qui va vouloir y aller aussi. Donc ça veut dire que la question de la possibilité, qui n'est pas associée à une loi de la physique, c'est un autre sujet. Est-ce que, par exemple, on va faire en sorte que la population mange moins de viande si on s'est fixé cet objectif-là? Bah, ça procède pas des lois de la physique. En tout cas pour s'y employer. Voilà, genre, je vous propose de reparcourir un petit peu peut-être les principes de l'effectuation pour expliquer un petit peu aux gens de ce dont on parle. Donc, le premier principe, il nous dit, alors, en anglais c'est l'oiseau dans la main, c'est partir de ses moyens. Euh, Philippe, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Toi, tu avais l'exemple peut-être de Madame Tao, je ne sais pas si on peut l'illustrer sur ce premier principe. Oui, c'est très simple. Ça rejoint un peu ce qu'on évoquait avant. C'est-à-dire qu'on dit souvent l'entrepreneuriat, c'est partir d'un objectif, alors en général une opportunité. Bah, Frédéric Metzela se rend compte qu'il ne peut pas se déplacer, donc là il y a un problème, et il va essayer de résoudre ce problème. Euh, L'effectuation dit non, enfin oui, mais vous pouvez aussi faire l'inverse, c'est-à-dire partir des moyens que vous avez. Madame Tao, c'est une chinoise un jour qui se retrouve à la rue, elle sait rien faire sauf cuire du riz. Donc elle se dit bon bah voilà, qu'est-ce que je peux faire pour survivre? Bah, moi je sais cuire du riz. Alors en Chine c'est pas hyper original, hein. Et pourtant ça lui suffit parce qu'elle va survivre les premiers mois en vendant des bols de riz à des étudiants pas très loin. Et donc voilà, c'est cette idée de dire, plutôt que de pleurer sur ce que vous aimeriez avoir, ah si seulement j'avais 1 million d'euros pour financer mon prototype, oui mais t'as pas 1 million d'euros, oui mais non, tu l'as pas. Donc regarde ce que tu sais faire, ce Qu'est-ce que que tu... tu as, et fais avec ça. Donc on part de ce qu'on a sous la main en termes de ressources, donc ses connaissances, les gens qu'on connaît. Moi je sais faire des pizzas, ou je parle italien, ou je sais faire un plan comptable, enfin, voilà, plein de choses qu'on sait faire. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Voilà, donc ça c'est vraiment le premier principe. Alors effectivement c'est bird in hand, hein, comme disent les Anglais, il vaut mieux un oiseau dans la main que deux dans la forêt. En français c'est un tien vaut mieux que deux tu l'auras, c'est-à-dire que voilà, satisfais-toi de ce dont tu es certain, c'est-à-dire ce que tu as toi, plutôt que de rêver à ce que tu pourrais faire si tu avais d'autres choses, parce que bah, tu l'as pas. Dominique, toi, tu parles souvent de nu et culotté pour illustrer aussi ce principe. Effectivement, quand on croit ne rien avoir, on a d'abord on a son identité, et puis effectivement l'exemple de Nu et culotté, alors cette fameuse émission de France 5 où en fait deux personnages partenus et sans carte bleue pour
un objectif très précis d'ailleurs qu'ils se sont fixés. Ça peut être aller boire un thé avec un lord anglais, alors qu'ils sont dans le sud de la France. Et ben, en fait, quand on regarde, ces émissions, on ne peut que constater que, bien qu'en ayant un but, et ben, en fait, ils partent de ce qu'ils ont et ils arrivent, en général on va dire 90 des cas, ils arrivent à atteindre leur but. Et ça, c'est uniquement, sur la capacité de mobiliser ce que le présent leur donne. Voilà, donc ça veut dire une rencontre, une voiture qui passe, une personne qui leur tend un pantalon parce qu'au départ ils partent nus, donc il faut qu'ils se vêtissent et donc ça veut dire que quelque part, ce principe de pars avec ce que tu as, c'est applicable en l'absence de but, heu, puisqu'un but peut émerger à partir de ça, mais c'est aussi, suffisamment souple pour pouvoir être un principe qui s'applique, quand on poursuit un but existant. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les principes de l'effectuation ont une souplesse relativement intéressante. Ok. Alors si on revient sur le deuxième principe qui est la perte acceptable, alors on revient un petit peu sur cette question stoïcienne, prépare-toi au pire. Euh, Philippe, qu'est-ce que Alors tu peux il nous y a dire? il y a un petit peu deux dimensions dans ce principe. Effectivement, ça va être de se préparer au pire, ou plutôt pas tant de se préparer au pire, mais de savoir où se situe le pire. Donc c'est un peu la limite. Hein, par exemple, j'évoquais tout à l'heure, je vais aller passer 1 heure avec je sais pas, un expert en droit, parce que j'ai un petit point compliqué sur un contrat avec un client. Je ne suis pas sûr que cet expert va me donner ma réponse, mais au pire, j'aurais perdu 1 heure. Donc ça, je borne ma perte. Je suis à peu près certain que j'en retirerai quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Voilà. Donc il y a cette idée qui est à la fois de contrôler mon risque, ici en termes de temps, et qui va fonctionner dans l'autre sens. C'est-à-dire que cet expert en droit que je connais, je sais pas, parce que c'est un cousin qui m'a présenté, je vais aussi lui dire j'ai besoin d'1 heure de votre temps et pas plus. Donc lui aussi sait que la perte pour lui est entre guillemets acceptable, donc en tout cas bornée. Et derrière ça, l'autre idée, mais qui est presque la même, hein, c'est ce que moi j'appelle des petites victoires, c'est-à-dire de procéder par petits pas, justement pour contrôler son risque et de faire quelque chose qu'on va construire progressivement, plutôt qu'un grand Big Bang où je mise tout sur une idée et j'y vais à fond. Et donc l'effectuation dit, quand vous le faites par petites étapes, vous contrôlez votre risque et surtout, le fait de faire les choses progressivement, c'est que le monde évolue. Et donc, ce que vous ferez dans une semaine, vous aurez peut-être plus d'informations, plus de gens que vous connaissez, etc. Et donc, là aussi, le risque peut-être sera plus faible pour votre projet au fur et à mesure que vous apprenez plus de choses, que vous construisez votre réseau de parties prenantes, etc. Donc, c'est un principe qui est extrêmement puissant parce que c'est un principe en contrôlant votre niveau de risque, en bornant votre niveau de risque, qui permet l'action. L'autre exemple, c'est de dire, moi je travaille dans une grande entreprise, je m'ennuie un peu, je démissionnerais bien, mais évidemment c'est risqué. J'évalue mon risque en me disant, bon, j'ai quand même un job où c'est pas trop dur de retrouver un emploi si finalement ça se passe mal, donc je vais me donner par exemple 1 an. Pendant cette année, j'aurai pas d'indemnité chômage puisque je démissionne, mais je me donne 1 an pour tester mon idée entrepreneuriale. Si dans 1 an ça marche pas, eh bien je reprends un job. Voilà. Donc, cette année sans indemnité chômage, c'est ma perte acceptable. C'est-à-dire que je risque au pire, effectivement. Hein. Dans le pire des cas, j'aurais perdu 1 an d'indemnité chômage. Donc c'est une somme qui peut être conséquente. Mais parce que j'ai des économies, etc., je me dis, c'est acceptable pour moi. Ça pourrait ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Hein. Si vous êtes sans emploi depuis très longtemps, vous pouvez absolument pas vous permettre, par exemple, de perdre de l'argent. Donc, chacun va décider ce qui est acceptable ou pas en termes de perte, et ça va libérer l'action pour avancer. Ça permet aussi de borner et de ne pas tomber dans le biais des coûts irrécupérables et de se dire, tiens, j'ai C'est déjà exactement mis ça. Voilà. autant dans ce projet, donc j'en rajoute, parce que C'est exactement ça. Alors, c'est un principe qui est très ancien et pas seulement effectuel. Je rappelle qu'on a en France quelque chose qui s'appelle la société anonyme à responsabilité limitée. Ça veut dire que quand vous investissez, je sais pas, 1000 euros dans la SARL de votre copain ou de votre cousine qui se lance, eh bien, au pire, vous perdrez 5000 euros. C'est-à-dire que si elle fait faillite dans 1 an, voilà, vous avez perdu Oui. 5000 euros.
Si elle va au Nasdaq, vous aurez gagné 250 millions, mais ça, personne ne le sait. Mais au pire, vous aurez perdu 5000 euros et peut-être que vous vous dites, oh bon, bah moi, ça va, j'ai des économies, 5000 euros, c'est pas beaucoup pour moi, donc, chère cousine, c'est avec plaisir que j'investis dans ton entreprise. C'est vrai que oui, c'est revenir à cette notion de capital social et se dire, bah, L'entreprise qu'émerge au 15e siècle à peu près, hein, ça naît des grandes aventures marines. Hein. Il faut payer un bateau, donc on fait le tour des popotes, et puis chacun met un peu au pot, en disant bah, au pire on perd le bateau et l'équipage, mais si ça marche, il nous ramène un cargo d'or et on sera très riche. Mais cette notion de risque limité, elle est extrêmement puissante puisque c'est ça qui va donner naissance au monde commercial qu'on connaît, puisque c'est un système de gestion de risque qui est le contraire de ce qu'on a pour Lloyds, hein, qui est le grand assureur que tout le monde connaît. Quand vous êtes un partenaire, alors c'est pas le nom, mais un partenaire Lloyds, votre responsabilité est illimitée. Alors c'est très rémunérateur. Moi personnellement, il m'appelle pas parce que je crois que pour être partenaire Lloyds, il faut plusieurs millions d'euros. Mais c'est illimité. Et alors en 2008, il s'est trouvé que Lloyds a perdu énormément d'argent et beaucoup des partenaires Lloyds ont été lessivés parce qu'ils se sont vus de devoir payer 5, 10, 15 millions d'euros parce que la perte était illimitée potentielle. Et donc on a inventé effectivement l'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui, hein, avec un capital social qui fait que si vous êtes actionnaire, alors sauf en cas de fraude bien sûr, hein, mais voilà, s'il n'y a pas ça, si l'entreprise fait faillite de manière non frauduleuse, eh bien vous perdez au pire l'investissement que vous y avez mis. Et ça c'est libérateur effectivement d'une action et ici d'une action économique. Alors, le troisième principe, c'est en traduction le patchwork fou. Je l'ai appelé la coopération créatrice. Est-ce que Dominique, tu veux nous en dire un mot? Là, c'est un principe qui vient de challenger une posture qu'on a déjà évoquée, qui est la posture du visionnaire. C'est-à-dire, en gros, je sais exactement ce qui est bon pour les autres. Hein, sous-entendu, Elon Musk qui nous dit que ça sera bien pour nous d'aller vivre sur la planète Mars. Et donc, là, on est dans « je sais ce qui est bon pour les autres ». C'est la posture du visionnaire. Inversement, il y a une posture qui est plus adaptative et qui consisterait à dire le client a toujours raison, donc le client, je dois m'incliner devant ce qu'il veut. Euh, et donc là, c'est l'entrepreneur qui doit s'adapter aux besoins du client. Et en fait, ce principe de la co-création, il vient casser les deux mythes, le mythe de l'adaptation et le mythe de la vision, en disant finalement, euh, moi, ou plutôt un autre et moi, en tant qu'entrepreneur, on peut faire des choses que lui-même ne connaît pas encore et que moi je ne connais pas encore. Et de cette rencontre va naître des possibles qui sont bons pour lui et pour moi. Donc c'est ça la co-création, c'est-à-dire c'est la capacité de voir des effets qu'on peut produire à deux avant même de les avoir imaginés pleinement dans la tête de l'un et de l'autre. Et ça, c'est franchement différent par rapport aux deux postures qu'on a évoquées précédemment, vision et adaptation. Il faut reconnaître que en fait, les études de marché, c'est essentiellement une posture adaptative, sous-entendu, le marché, c'est ce qu'il a besoin. Donc, si je l'étudie, je saurai quoi faire en termes de développement de produit. Le visionnaire, il n'a pas besoin d'études de marché par nature parce qu'en fait, il sait ce qui est bon pour l'autre. Donc, il va faire le produit que les autres va lui acheter. En fait, finalement, les deux postures qui peuvent exister, elles sont challengées par cette troisième posture qui est la posture de co-création. C'est le fait de penser un futur avec un autre et avoir une cognition partagée et une représentation partagée qui va s'élaborer chemin faisant. Sous-entendu, avant même d'avoir fait la démarche de rencontrer l'autre, je ne sais même pas encore ce que je vais faire. Ça veut dire qu'il y a une posture à la fois d'abandon dans la rencontre, il y a une posture de fécondité parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des possibilités qui émergent et qu'on n'imaginait pas auparavant. Et donc, c'est ça la co-création. Et c'est très, très, très puissant. Et c'est dommage d'ailleurs que ce ne soit pas suffisamment enseigné dans les écoles de management. Philippe, peut-être des choses à ajouter? Oui, alors moi j'insiste toujours que les quatre postures, hein, donc effectivement l'adaptation, c'est-à-dire bah, si mes clients veulent du rouge, je vais faire du rouge. Hein.
Le plan, c'est, on me dit que dans 5 ans, c'est le rouge qui sera demandé, donc je vais faire du rouge. La vision, c'est je pense que dans 5 ans, non seulement il y aura du rouge, mais il faut qu'il y ait du rouge parce que l'avenir de l'humanité en dépend. Donc, je vais agir pour que ce soit le rouge. Ça, c'est le visionnaire. Et puis, effectivement, la co-construction, c'est moi, dans 5 ans, je sais pas trop, mais là, en l'occurrence, il y a quelqu'un qui est prêt avec moi à au moins avancer d'une case. J'ai une idée, peut-être que ça serait vert. Lui, il pense plutôt que ça serait bleu, donc on va discuter ensemble et peut-être qu'au final on va faire du gris, vous voyez. Et effectivement, là je ne sais pas à l'avance ce que ça peut donner. Donc là on fait le pari sur le process, c'est-à-dire que l'idée n'est pas l'idée, l'idée c'est le process. Voilà. Et ça c'est extrêmement puissant. Après encore une fois, c'est de nouveau pas universel, c'est-à-dire que moi si je veux ouvrir un restaurant à Fontainebleau, je ne vais pas forcément faire de la co-création. Je vais regarder ce qu'il y a, et puis je me dis, tiens, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de restaurant mexicain. Et donc, comme je sais que ça marche super bien, les restaurants mexicains, je vais faire un restaurant mexicain. Donc, on n'est pas non plus, là, encore une fois, dans une posture qui est universelle. C'est pas un outil qui sert dans tous les cas, mais comme le disait Dominique, c'est extrêmement puissant et très dommage que ça ne soit pas, je dirais, plus enseigné parce que dans la boîte à outils de la créativité, c'est une grosse, grosse, grosse case et malheureusement pas assez utilisée. Et dans quel cas alors c'est intéressant? Dans quel cas il faut se dire, ah, tiens, C'est dans le cas, encore une fois, tu l'as évoqué, du terme d'incertitude. C'est-à-dire qu'encore une fois, si je suis restaurateur et j'essaye de voir ce qui manque à Fontainebleau, je vais faire une étude de marché, les gens vont me dire ah oui, on aime bien le mexicain, mais il n'y en a pas, etc. Il y a un manque, et puis je vais répondre à ce manque. Résolution de problème. Mais l'humanité progresse aussi en répondant à des questions qui ne se posent pas. Personne ne demandait Nespresso. Personne ne demandait la téléphonie mobile, personne n'a demandé d'aller sur Mars, enfin, de façon minoritaire. Donc il y a tout un pan de l'invention et de l'innovation mondiale qui sont des choses qui émergent de démarches qui sont plus de l'ordre de la curiosité, moi je suis passionné par la cuisine, qu'est-ce que je pourrais faire? Il y a un copain qui me dit ah écoute j'ai une soirée chez moi si tu veux, c'est toi qui vas faire la cuisine. Ah tiens j'y avais pas pensé, etc. Donc encore une fois il y a des problèmes qui sont, on imagine plein facilement, il y a des problèmes qui sont visibles, massifs et qu'il faut essayer de résoudre. Mais il y a aussi plein de choses qui ne sont pas de l'ordre du problème. Et donc on va effectivement, chemin faisant, faire émerger des choses que personne n'avait demandé, mais que quand on les a, les gens sont très très contents. alors ça nous permet de rebondir sur le quatrième principe qui est de tirer parti des surprises. Et les Américains ils nous disent si la vie t'envoie des citrons, fais de la limonade. Et oui, alors c'est complémentaire avec ce troisième principe, puisque ça peut être une rencontre, comme tu parlais, d'un cuisinier. Quand j'étais entrepreneur, un jour j'ai fait une démonstration de mon produit. Alors nous on était ingénieurs, donc mon produit il était forcément génial. On fait la démo du produit, et puis on peut faire ci, et à la fin, les clients, enfin, le terme n'est pas approprié, ils font clap, 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 ils nous expliquent que notre produit est vraiment génial, qu'ils sont très, très impressionnés, mais que malheureusement, ils ne pourront pas travailler avec nous parce que je ne me souviens plus tel ou tel. Alors que moi, je suis au fond du trou. Le client, enfin, la personne ajoute, je crois qu'avec votre techno, vous visez le mauvais marché. Vous devriez utiliser votre techno plutôt pour résoudre tel problème et pas celui que vous résolvez aujourd'hui. Donc ça, c'est totalement inattendu. Donc c'est vraiment une surprise. Alors là, en l'occurrence, en un sens, une mauvaise, parce que moi, je m'attendais à repartir avec un bon de commande, mais le client me tend une perche. Et donc, effectivement, il avait raison, enfin au sens où on a appliqué ce qu'il nous avait suggéré, et c'est devenu, pour les 10 années qu'on suivit, notre marché. Et ça, on le doit, alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais principalement, on le doit à sa suggestion qui est venue vraiment comme une surprise dont nous avons réussi à tirer parti. Totalement inattendu. La surprise, c'est ce sur quoi on n'a pas prise. C'est-à-dire que c'est Philippe qui dit, finalement, c'est le réel qui nous fait coucou, sous un truc qui se rappelle à nous. Et c'est très vrai. D'abord, si vous voulez, ce réel qui se rappelle à nous, c'est ni bon ni mauvais en soi, hein, c'est ni positif ni négatif. C'est donc une partie d'un contrôle qu'on n'a pas, mais par contre, nous, ce qui nous appartient, c'est de savoir ce qu'on peut en faire. Et donc, c'est une capacité de reprendre le contrôle sur
bah, quelque chose arrive, je l'avais pas prévu et qu'est-ce que j'en fais? Et donc là, effectivement, c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, ce qu'on pensait être négatif, c'est peut-être positif, à l'image de enfin, si on reprenant l'exemple de Philippe, c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'il pensait que la démo s'était pas bien passée, puis en fait, elle a été la source, d'un avenir qu'il n'avait pas imaginé. Voilà, donc je crois que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que d'accepter à la fois le fait que, ben, on contrôle pas tout, parce qu'il y a des événements et finalement le temps est un déversoir d'imprévus et en même temps, c'est notre capacité de pouvoir reprendre le contrôle sur, en répondant à la question: «Qu'est-ce que je peux en faire?» Voilà, qu'est-ce que je peux en faire de ce que je n'avais pas prévu? On revient un petit peu à la logique stoïcienne. Exactement. Et dans l'entrepreneuriat entre guillemets dominant, l'idée c'est que le contrôle vient de notre capacité à prédire. Mm. Donc Hein, il faut si je éliminer prédis toutes les tout, surprises. voilà, j'élimine les surprises, bah ça y est, mon autoroute a été tracée et j'ai plus qu'à rouler sur l'autoroute. Et l'effectuation, elle dit bah bon courage, parce que ça c'est juste totalement utopique. Hein. Donc là, on est vraiment très stoïcien en disant non, non, ça c'est pas vrai du tout. En revanche, et comme le dit Dominique, voilà, il va se passer des choses qui vont être des surprises. Donc effectivement, ça, t'as pas de contrôle là-dessus, mais tu as un contrôle sur ce que tu peux en faire. Et donc ça veut dire qu'on peut avoir un contrôle sans avoir besoin de prédire. Et c'est ça qui est très fort, c'est que ça va bien. l'effectuation dit pas essayez de prédire mieux ou c'est pas grave si vous pouvez prédire. Elle dit simplement ça n'a plus d'importance si vous identifiez des points de contrôle dans un monde que par ailleurs vous ne pouvez pas prédire. Et ça c'est extrêmement puissant. Ça nous amène du coup au dernier principe. Le pilote, alors dans l'avion ou sur la route, il n'est pas sur une autoroute tracée en mode justement autopilote, mais il doit s'adapter, il doit tourner le volant Alors quand il y a le, des choses le, qui le se... cinquième principe, c'est quelque chose qui a jamais été très clairement défini dans l'effectuation. Moi personnellement, je l'ai tourné dans tous les sens et avec Dominique pareil. Et aujourd'hui, la façon dont je me permets de parler en notre nom tous les deux, parce qu'on travaille beaucoup sur cette notion en recherche, le pilote dans l'avion, c'est de dire, le principe numéro un vous dit, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec vos moyens perso. Hein. Je sais faire de la cuisine, bah, je peux ouvrir un restaurant, je peux faire une chaîne YouTube, je peux être restaurateur à domicile, je peux... Voilà. Donc, parmi mes moyens, il y a un ensemble de possibles. Le principe numéro 5, c'est plutôt sur ce que vous voulez faire. Hein. C'est-à-dire que il y a des choses que je peux faire que je n'ai pas envie de faire. Et donc, je vais piloter ma propre trajectoire. Donc, je ne suis pas un passager assis au 17e rang de l'avion, qu'attend qu'on arrive au point d'arrivée. Je suis le pilote de ma trajectoire entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais exercer, et ça renvoie à ce que disait Dominique tout à l'heure, c'est-à-dire mes valeurs, mon identité, ma personnalité, c'est où je veux aller, ce que je veux faire. Par exemple, Quentin, tu peux venir me voir un jour en disant, bah tu vois, là où j'habite, il y a une super opportunité d'ouvrir un bar de nuit parce que le quartier est très passant et si tu l'ouvres, il y a une forte probabilité que tu gagnes beaucoup d'argent, ça marche vachement bien et tout. Et moi, je vais te dire, bah c'est pas du tout mon truc en fait. Peut-être c'est une opportunité, mais elle me parle pas à moi. Et ce principe numéro 5, il est vraiment de ça, c'est-à-dire ce que je veux, alors ou inverse, ce que je ne veux pas faire, et de poser des barrières qui vont être personnelles, éthiques, en termes de valeurs. Et donc, tout ce qui est possible n'est pas souhaitable. Ça, c'est sûr. Moi, c'est comme ça que je l'entends aujourd'hui avec Dominique sur ça. Enfin, tu peux compléter, Dominique, je ne veux Oui, pas oui, parler ben, en en ton nom. en Mais... fait, le principe sur lequel on pourrait dire qu'il y a une séquence, puisque finalement, le principe 1, c'est qu'est-ce qui est possible avec ce que j'ai? Et le principe 5, c'est qu'est-ce que je veux par rapport à ce qui est possible. Donc en gros, c'est un filtre. Finalement, c'est la capacité de, on va dire, de réintégrer la notion de but qui est très mal gérée dans l'effectuation, en considérant que quelque part, finalement, le but, c'est le filtre des possibles. Sous-entendu, il y a des possibles que je ne vais pas choisir. Donc on n'est pas du tout, si vous voulez, dans une approche mécanistique un peu à la manière de l'évolution, où des possibles se mettent en place parce qu'ils sont possibles. C'est l'entrepreneur qui les choisit. Et donc là, il y a le côté humain qui prend la main sur le process. Et donc un principe simple
qui est un filtre, un champ des possibles, énoncé par le principe un, validé par le principe 2. Sous-entendu, je ne prends que les possibles qui sont pas risqués, en tout cas, par rapport à la perte acceptable et ainsi de suite. Voilà. Et ça nous ramène à une dimension sur laquelle on insiste toujours beaucoup avec Dominique, c'est que l'entrepreneuriat traditionnel est fait d'objets un peu abstraits. On va parler de marché, d'opportunités. L'effectuation, elle part d'un être humain qui se demande ce qu'il peut faire avec ce qu'il a. Et donc ça veut dire que la seule vraie unité en fait de l'effectuation, c'est l'humain agissant et agissant de manière créative. Et ça, c'est pas anodin. Hein, c'est-à-dire que c'est très humaniste en fait. Hein, c'est-à-dire que l'effectuation, et c'est pour ça que ça ne se limite pas à l'entrepreneuriat. Tu as commencé avec Marc Aurèle, on peut continuer sur des questions un peu philosophiques. Hein. L'effectuation n'est pas du tout une théorie strictement entrepreneuriale. Hein. D'ailleurs, on la retrouve dans plein d'autres domaines. Ce sont des principes de l'humain agissant de manière créative. Oh, je sais faire la cuisine, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire etc. Donc, le point de départ et le point d'arrivée, une fois qu'on a bouclé la boucle, c'est l'être humain qui agit. Voilà. Pour créer une boîte, peut-être, mais peut-être aussi pour créer une association de promotion du basket dans son quartier ou pour, je sais pas moi, aider des gens qui sont SDF. Enfin, il n'y a pas de limite parce que tout ça, c'est la même chose. Ce sont des humains qui agissent de manière créative sans nécessairement savoir où ils vont terminer. Mais en partant d'eux-mêmes, c'est-à-dire effectivement des valeurs, des croyances, tout ça est un peu compliqué, flou, pas très clair, etc. Mais on va avancer et puis on verra ce qu'on est capable de créer progressivement. Ça peut être une start-up, mais ça peut être aussi quelque chose de radicalement différent. Ça je crois que c'est assez important de le rappeler. Donc, on peut encore inviter là les auditeurs là, ou les spectateurs à se poser un petit peu quelques questions par rapport à ces principes. Il y a d'abord effectivement qu'est-ce qu'ils ont, alors même si c'est le dernier principe, mais ils ne sont pas forcément dans l'ordre, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, vers où ils veulent aller, qu'est-ce Ou qu'ils pas peuvent envie, faire. c'est-à-dire qu'on peut aussi se poser des barrières. Alors, un exemple typique, c'est voilà, moi je suis, c'est pas le cas, hein, mais je suis très bon cuisinier. Je veux absolument faire quelque chose dans le domaine de la cuisine, mais pour moi, il est très important que ce soit bio. Donc là, je vais me mettre une barrière qui va dire que si c'est pas bio, je ne fais pas. Et c'est très puissant parce que ça délimite un espace. Alors, à l'intérieur de cet espace, je ne sais pas ce que je vais faire du tout encore. Par contre, ça élimine plein de possibilités. Donc, en termes d'efficacité, c'est vachement plus simple. Ça me permet de dire non à plein de trucs et donc de nettoyer en quelque sorte plein de pistes possibles. Voilà. Donc c'est ce que je veux ou, et c'est plus facile peut-être, ce que je ne veux pas. Et une question qui peuvent se poser aussi, c'est du coup, qu'est-ce qu'ils sont prêts à perdre dans le projet dans lequel ils s'engagent. Si on revient à la question initiale qui était du coup, qu'est-ce qu'une bonne décision entrepreneuriale? Est-ce qu'arrivé là, on commence à distinguer quelque chose? Alors, la question, elle est fondamentale. Hein. Euh, L'effectuation dirait, je vais me faire un peu l'interprète, hein, mais Mhm. l'effectuation dirait, il n'y a pas de bonne décision dans l'absolu. Hein, parce que quand vous êtes un entrepreneur causal, vous avez un objectif. Donc la décision, elle est bonne si elle vous permet d'atteindre votre objectif, et elle est mauvaise si elle ne vous permet pas d'atteindre votre objectif. L'effectuation, il n'y a pas d'objectif. En tout cas, pas final. Et donc, la décision, elle va pas être évaluée en termes objectifs, hein, par rapport à une espèce d'idéal, on n'y est pas. L'effectuation va dire une bonne décision, quelque part, c'est ce qui te permet d'avancer. Et ce qui te permet d'avancer, c'est quand quelqu'un va s'engager dans ton projet, principe numéro 3 du patchwork. Hein. Une bonne décision, c'est ce qui te permet peut-être d'acquérir des ressources, etc. Donc on va être dans quelque chose de beaucoup plus subjectif, voire intersubjectif, c'est-à-dire en gros, une bonne décision, c'est quand quelqu'un est prêt à avancer avec moi dans cette direction-là. Donc il n'y a pas d'absolu, il y a du relatif, relatif à moi-même comme entrepreneur et relatif à la partie prenante qui souhaite et accepte de s'engager avec moi sur la base de ce que nous décidons. Hein, la décision, comme disait Dominique, elle est co-construite. Hein, donc elle est bonne au sens où elle nous permet d'avancer d'une case. Alors pour compléter, moi je dirais que finalement, en général, dans le paradigme classique causal, prendre une bonne décision, c'est choisir le bon but.
Et si tant est qu'on a choisi le bon but, après, c'est de choisir les bons moyens. Et en fait, finalement, l'effectuation vient complètement casser ça, puisque finalement, à travers la mise en œuvre des principes, on a vu là que des moyens rendent possible un certain nombre de choses. Ces choses, je vais les sélectionner par rapport à mon désir, qui vient en fait, c'est l'expression d'un filtre des désirs avant le filtre des possibles, quelque part. Et, et donc, ça veut dire que quelque part, les critères des bonnes décisions, c'est pas du tout sur est-ce que j'ai un bon but ou est-ce que j'ai choisi le bon moyen. C'est plus du tout ce qu'on imagine dans la théorie classique. En fait, c'est vraiment de dire, je fais des choses que je peux m'offrir, qui font sens pour moi par rapport à mon identité et qui sont vus comme un espace de possible pour moi, mais aussi avec un autre, puisqu'on a inclus la co-création. Donc c'est vrai que c'est un renversement complet des critères d'analyse classique de ce qu'est une bonne décision, il me semble. Peut-être pour synthétiser, une bonne décision, c'est ce qui se finit par un bon de commande. Le reste étant de la poésie. C'est important la Bonne poésie, hein. décision se termine par bon de commande, ouais. On va mettre la citation Philippe Zilbarzan. C'est un bon moyen mémotechnique. Moi, j'avais envie de poser une petite question par rapport à l'intelligence artificielle, avec l'IA qui nous permet de générer 50 business plans en 10 minutes. L'effectuation est justement, par sa partie humaine, est-ce que ça devient pas encore plus spécifique? Et comment rester pilote avec une IA qui serait une forme de copilote parfait? Comment Complètement dire, là-dessus. 50 business plans par minute, ouais, enfin, avec ce qu'on a dit sur le business plan, c'est plus des œuvres artistiques que des choses utiles. Alors, moi je suis un grand fan de l'IA, hein, Mhm. donc je parle vraiment d'une position technophile, IAphile, voilà, donc surtout, mais comme tous les outils, il y a des endroits où ils sont utiles et d'autres ils le sont moins. L'IA va être extrêmement utile en termes d'effectuation pour peut-être m'aider à mieux identifier mes moyens et mes capacités que je peux avoir un peu du mal. J'aime beaucoup, beaucoup l'idée de copilote. Après, de toute façon, l'effectuation dit un jour, il faut que tu ailles voir un client, hein, que le reste. Donc voilà, copilote pour tester des choses, pour Que trouver des t'envoies ton infos et clone, tout. par intelligence Ben non, artificielle. alors en l'occurrence, moi j'y crois pas du tout, et encore une fois, je suis très loin d'être technophobe, donc c'est vraiment un outil, c'est un outil extraordinaire, mais qui ne remplace pas, je crois, ou en tout cas pas pour l'instant et pas pour longtemps, un échange. Alors après, on peut avoir des business en ligne dans lesquels on n'a jamais rencontré une personne physique, hein, bien sûr, mais attention, ça ne remplace pas le fait que le principe du commerce est quand même la rencontre avec quelqu'un à qui on serre la main, et, alors virtuellement parfois, mais quand même. Oui, c'est ça. Donc ça ne remplace pas, ça c'est très clair. Mais c'est un remarquable copilote à condition, comme l'alcool, que ce soit utilisé avec modération et intelligence. Prédiction, ça reste une prédiction que fait Sam Altman sur les licornes de une personne, cet entrepreneur qui sera tout seul à la tête d'une entreprise qui fait des milliards. Est-ce que ça sera un entrepreneur effectuable? Moi perso, j'y crois pas trop parce que on a cru beaucoup ça dans la vague internet. Et vous savez, on a tous le fantasme de créer un service en ligne qui fonctionne tout seul. Les gens s'abonnent, ils payent 30 euros par mois, et puis on a une belle application qui tourne toute seule. Et puis jusqu'au jour où on se rend compte que un jour, si le client n'est pas content, il doit téléphoner. Et puis on se retrouve à mettre en place un service de relation client avec 300 personnes. Donc j'y crois. Il y aura sûrement des entreprises avec peu d'employés parce qu'il y a des effets de levier absolument considérables, hein. Mais bon, je déteste faire des prédictions, donc je vais m'arrêter là. Donc c'est l'IA comme un nouveau moyen à exploiter dans le premier Ah principe, voilà, c'est une ressource une extraordinaire, ressource. et aujourd'hui il serait vraiment idiot de ne pas s'en servir. Je crois que tu le résumes bien, c'est un formidable truc qu'on a maintenant dans notre frigo personnel. C'est ce que je sais, ce que je connais, qui je connais, et puis ChatGPT, donc ça fait 4, qui sont les 4 ressources fondamentales de l'entrepreneur, parce qu'en termes de connaissances, évidemment, c'est colossal. Et c'est important, notamment pour des gens qui n'auraient pas sinon accès à cette connaissance. Donc les moins privilégiés, etc. C'est un outil, je pense, de promotion sociale colossal. Et donc fondamentalement disruptif. Ok. Là, je voulais aussi un peu aborder, parce on a été un petit peu sur l'aspect philosophique, un peu théorique. Comment on peut
mettre ça en regard de l'aspect vraiment pratique. Ne pas planer, comment on maintient un équilibre entre ce questionnement intellectuel et la performance pratique. Dominique. Alors moi, j'aime pas la performance pratique. Euh, je dirais Merci, que Dominique. non, mais parce Moi, que je comprends pas bien la question en fait. Qu'est-ce que. De voir quel est l'équilibre. Est-ce qu'il faut, jusqu'où il faut aller? Souvent, on nous dit que c'est effectivement des choses théoriques. Une décision, euh, elle est à la fois pratique, elle est à la fois émotionnelle et à la fois le fruit d'une rationalité. Comment on trouve cet équilibre en fait? Il y a des gens qui passent trop de temps à réfléchir et qui n'agissent pas, du coup. Il y a des gens qui Oui, réfléchissent voilà, après. il y aura ces deux extrêmes, mais après, l'effectuation ne répond pas à ça parce que personne ne peut répondre à ça. L'effectuation, elle dit l'entrepreneur. Enfin, c'est c'est l'idée que la décision entrepreneuriale est de l'ordre du jugement, c'est-à-dire c'est quelque chose de subjectif et de circonstanciel. Qui n'est pas réductible à un calcul. Donc il y a une part de calcul, au sens il y a une part de connaissance objective. Je sais que X% des gens à Fontainebleau ont envie d'un restaurant mexicain, donc il y a des éléments tangibles, mais après il y a une part de jugement. Peut-être que la réponse de l'effectuation, encore une fois, c'est la co-construction, c'est-à-dire qu'une part de cette décision, elle est dans le fait que quelqu'un va s'engager avec moi sur une idée qui est une forme de validation sociale. Donc c'est un petit peu ça, pour reprendre un peu le point précédent, qui fait que la décision devient bonne, non pas parce qu'elle est bonne en elle-même, elle devient bonne lorsque quelqu'un s'engage pour elle. Et déjà, donc, du coup, à partir du moment où je la partage, finalement, Ah le ben, critère, c'est de se dire, est-ce voilà, que je suis en c'est train de... l'effectuation, elle est dans cette logique-là. La décision va devenir bonne lorsque, moi j'appelle ça une preuve sociale, elle n'est pas bonne dans l'absolu, elle devient bonne par le fait que quelqu'un s'engage sur elle. Sinon, c'est une super bonne idée, et les cimetières sont pleins de gens qui avaient des super bonnes idées. Moi j'en ai eu plein d'idées, hein, mais qui n'ont jamais généré un bon de commande. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une piste aussi du côté de l'aspect satisfaisant, le satisfying d'Herbert Simon, qui pourrait nous donner aussi cette clé de se dire, alors tout à fait, mais il va falloir un peu expliquer ce que c'est. Mais en gros, oui, c'est de dire que par l'effectuation, ça vient encore en opposition avec le fait que dans les business plans, il faut avoir tout prépensé avant d'agir. Donc ça veut dire que c'est une gymnastique de l'esprit avec des approches multi-contraintes sur pour tel client, tel type d'offre, avec tel type de modèle. En gros, c'est des raisonnements sans fin. Alors que là, en fait, ce qui est vraiment bien avec l'effectuation, c'est qu'on n'est pas obligé de tout prépenser, puisqu'il suffit juste d'oser la rencontre et que l'autre va nous apporter des possibilités que je ne vois pas et je vais construire avec lui parce qu'il a envie d'y aller. Moi, et j'ai aussi envie d'y aller. Donc, ça simplifie énormément le processus. Donc, si tu parlais de performance, on pourrait dire que c'est pas le mot qui va bien, mais il y a une certaine efficacité hein, déjà par rapport à ça. C'est la grande puissance qui consiste à dire il suffit que quelqu'un s'engage sur cette idée, alors que nous avons co-construit ensemble, hein, pour pouvoir avancer. Et ça veut dire que la barre est abaissée considérablement. C'est-à-dire que pour travailler avec Dominique, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec lui sur tout. Il suffit qu'on soit d'accord sur un point qui nous intéresse, et puis sur cette base-là, on avance. Et par ailleurs, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, ses opinions politiques, philosophiques ou autres n'ont pas d'importance, parce que c'est pas là-dessus qu'on a besoin de se mettre d'accord. Quand je vais chez Musk, je dois être d'accord avec sa vision, et elle n'est pas négociable, puisque c'est la sienne, et elle s'impose à moi. Là, la barre est volontairement abaissée considérablement. J'ai pas besoin de connaître le projet philosophique ou même la vision de Dominique sur le marché qui nous intéresse pour qu'on puisse avancer ensemble d'une case. D'ailleurs, on le sait puisqu'on travaille ensemble sur certains sujets et pas sur d'autres, et c'est parfait. Donc il y a cette idée de suffisant, effectivement, qui vient de Simon. Hein. Alors, c'est de dire la plupart des décisions sont pas des décisions optimales, c'est des décisions suffisantes. Il y a un exemple très simple, hein, c'est quand si vous voulez acheter une maison. Vous achetez pas la meilleure maison du monde parce que si on vous dit elle est au Brésil, oui mais moi je suis pas du tout au Brésil. On n'achète pas la meilleure du monde, on achète la maison qui nous convient le mieux. Au moment où on décide de l'acheter, il y en a certaines qui sont dispo et pas d'autres, donc on peut pas être dans l'optimisation parce que la maison de nos rêves, désolé, elle est pas à vendre ou elle a été vendue la semaine dernière. Personne n'achète une maison idéale.
On achète la maison qui est la meilleure possible au moment où on l'achète, avec notre budget, compte tenu des contraintes. Ah oui, on aurait aimé une maison plus grande, mais c'est plus cher, donc on va prendre une maison plus petite parce que c'est plus près, je sais pas moi, de la station de RER, donc on n'est plus optimal. Donc c'est ça le côté satisfaisant, c'est qu'à un moment donné, on va prendre la décision qui satisfait autant que possible à nos critères. On aurait aimé mieux, mais c'est comme ça, etc., Et etc. je pose la question Voilà, parce c'est que ça. souvent les entrepreneurs sont beaucoup en quête de performance, de Oui. l'optimum. Donc l'idée c'est aussi de Alors, faire prendre du c'est recul. cette notion d'optimum qui n'est pas du tout dans l'esprit de l'effectuation. L'effectuation dit, il y aurait peut-être eu quelque part hypothétiquement une meilleure décision, sauf que t'étais pas là, puis l'autre il n'était pas là non plus, donc arrête de rêver. Là, t'as quelqu'un, t'aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre, machin, arrête de pleurer sur ce que tu aurais pu avoir, fais avec ce que tu as, parce que ça te permet d'avancer. Donc là, c'est vraiment le principe numéro un, c'est fais avec ce que tu as, et pas avec l'idéal que tu imagines, que tu aurais 1 million d'euros, et puis que tu connaisses le PDG d'une entreprise du CAC 40, et puis que Elon Musk te conseille personnellement. Oui, ben, rêve. En l'occurrence, tu es ici, là, maintenant, avec tes ressources. Et Même avec des ce que moyens illimités, on a vu avec Mark Zuckerberg qui a fait des gros chèques. Absolument, Il n'a voilà. pas réussi à avoir tout le monde. Exactement. Mark Zuckerberg, il a cramé 25 milliards de dollars, je crois, pour faire des lunettes, Oui. et ça n'a rien donné. Non, Donc, c'était son méta. Non, non, mais même là récemment, il a essayé de débaucher là, les ouais, voilà. voitures de l'IA. Donc, Et il a eu des refus, même à 1 milliard. voilà. Moi, j'aurais dit oui à 1 milliard, Moi aussi, même pour j'aurais 15 dit. jours. Mais bon, ça, c'est perso. Donc, Parce qu'on est beaucoup à l'effectuation avoir dit... dit. Voilà, l'effectuation dit, avec ce que tu as, tu peux faire beaucoup. Et pourquoi tu peux faire beaucoup? Parce qu'il y a ce principe numéro 3 qui est un principe de passage à l'échelle, hein, c'est parce que tu vas faire avec les autres. Et donc tu vas avoir cette connexion et cet effet réseau, en fait. Et c'est ça qui est vachement puissant, c'est pas une question de moyens. Beaucoup de startups ont cramé des dizaines et des dizaines de millions d'euros parce qu'elles ont tout cramé d'un coup. Alors que d'autres ont fait progressivement, parce que quand on fait progressivement, principe numéro 2, l'erreur coûte moins cher, on crame moins sur une erreur, on peut se remettre, on continue, etc., etc. Donc l'effectuation n'est pas une résignation en disant ah bah je suis pas Mark Zuckerberg donc je vais faire avec ce que j'ai, ça sera un peu minable mais ça sera mieux que rien. C'est pas ça du tout. C'est de dire tu peux terminer sur Mars en fait en étant effectuel. C'est ça qui est fascinant. Ça n'empêche rien. Et en tout cas, ça nous libère de la dictature de l'idéal, parce que finalement, on parle toujours d'optimum, optimum de marché, optimum de ceci, optimum de cela. Et en fait, dans la vraie vie, on ne peut que constater que rien n'est véritablement optimum. Par contre, faire des choix satisfaisants, eh ben, ça permet d'avancer. Et, et ça libère. Voilà. Donc, il y a une posture philosophique autour de l'effectuation qui est beaucoup plus profonde que ce qu'on peut imaginer au premier abord, et qui, Philippe et moi, nous a beaucoup séduit. Et toi aussi, d'ailleurs, quand même. Alors, il nous reste quelques minutes. Moi, j'avais une petite question comme pour Philippe, par exemple. Quelle a été ta pire décision entrepreneuriale? Je dirais en phase initiale de sous-traiter la partie commerciale et de ne pas le faire moi-même. Et ça rejoint un peu ce qu'on venait de dire, c'est-à-dire Oui, que de d'engager. façon très lucide avec mon associé, on s'est dit on n'est pas des très bons vendeurs. Parce que moi j'avais pas beaucoup d'expérience de vente, c'était pas trop mon truc, etc. Et on s'est dit ben, on va faire appel à des vrais professionnels. Et ce qui a eu plein d'avantages, sauf que dans une phase initiale, ben, ça te coupe en fait de la relation avec le client. Or, dans une phase initiale, ton projet, ton produit, il évolue en permanence, et la façon dont il évolue, c'est dans les baffes que tu te prends avec tes clients potentiels qui te disent bah, c'est bien joli ton truc, mais ça tient pas la route, etc. Or, un bon commercial est un commercial causal, c'est-à-dire qu'il veut un produit clair. Et il va se battre comme un fou pour essayer de vendre ce que tu as. Et si tu le changes, tu le perturbes. Voilà. Donc en phase très incertaine, les premières semaines, les premiers mois d'une startup, c'est au dirigeant de vendre lui-même ou elle-même, même si il ou elle n'est pas super forte. Enfin, il faut rester en Pour contact pouvoir avec être la dans cette réalité. posture de co-création, quoi, d'adapter. Ouais, absolument. Et sinon, tu passes la main à quelqu'un qui est programmé pour être causal. Il faut recruter des commerciaux quand tout est stabilisé et qu'on peut passer en phase causale, c'est-à-dire un catalogue, des commerciaux qui vont... Et là, on déroule.
la causalité, et là, normalement, c'est puissant. Mais il ne faut pas le faire trop tôt. Dominique, est-ce que toi, tu as des entrepreneurs qui t'ont fait douter de tes méthodes? Jamais! Non, je pense que j'ai rencontré des entrepreneurs qui avaient véritablement besoin de poursuivre un but et de ne pas en changer parce qu'en fait, c'était un peu comme leur casser leurs rêves. Et auquel cas, comme moi, les méthodes que tu connais, les méthodes effectuelles, travaillent véritablement sur la capacité de voir ce que les moyens rendent possible. Finalement, ça les intéressait pas parce que finalement, ils restaient causal dans leur tête. Donc oui, effectivement, face à des causaux, forcément, il peut y avoir du refus. Après, l'idée, c'était un petit peu de les surprendre aussi parce que, même s'ils avaient un plan très précis, certains ont vu qu'ils avaient par exemple, je pense à des innovateurs qui ont réussi à avoir des marchés pour leur invention qu'ils n'imaginaient pas. Et alors là, ils étaient contents parce que finalement, c'est des marchés qu'ils n'avaient pas imaginés et puis qui se sont apparus être beaucoup plus accessibles que les premiers marchés qu'ils envisageaient. De fait, c'est vrai que la causalité, elle vient toujours en obstacle. Donc oui, oui, des gens qui refusent l'effectuation, on en rencontre, hein, c'est évident. Mais moi, Ok, j'insiste bien, l'effectuation est une possibilité offerte qu'il serait dommage de ne pas exploiter. Euh, Elle n'est pas une méthode qui s'impose à l'exclusion d'autres approches. mhm. Philosophiquement, c'est vraiment très... Enfin, je pense que pour nous, c'est super important. L'effectuation, elle vous dit ce que vous pouvez faire, pas ce que vous devez faire. Et si vous voulez pas le faire, il n'y a aucun problème. Et c'est OK. Ok, ben on va arriver à la fin. Donc, si on peut synthétiser le message et la réponse, quand même, on a quand même eu des éléments de réponse à la question qu'est-ce qu'une bonne décision entrepreneuriale? Finalement, donc c'est celle qui nous amène à ce que des gens s'engagent avec nous. Donc, celle qui amène effectivement des bons de commande ou celle qui amène euh, des collaborations ou celle qui nous met dans une posture, effectivement, comme j'avais dit, de coopération créatrice. Oui, c'est ça, avec des résultats très tangibles. C'est-à-dire qu'on va co-créer quelque chose avec quelqu'un, on avance d'une case, et on se retrouve après dans une nouvelle situation où on a fait quelque chose, donc nos ressources ont un petit peu augmenté, et on va recommencer, etc. Donc c'est vraiment cette idée d'avancer pas à pas vers des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées. Et la bonne décision, elle se juge par rapport à ça et non pas par rapport à un critère absolu comme en causal. Alors c'est à la fois beaucoup plus facile, un peu aussi difficile parce qu'on a du mal à savoir où on en est. Hein, quand vous avez un objectif très clair, bah, vous savez si vous y êtes ou pas. Si vous dites moi je prends mon bateau puis je vais à New York, et puis si vous êtes à Santiago du Chili, vous dites non, là je sais que je suis pas bon. Mais en effectuation, vous n'avez pas ce point de référence. Hein. Donc vous avez un point de référence qui est un petit peu local, en quelque sorte. Et je dirais, l'indicateur d'avancée, il doit forcément être subjectif. Et en l'occurrence, il est dans le fait que des gens vont s'engager dans mon projet et ce projet va évoluer. Donc il y a une dynamique qu'on peut surveiller. Mhm. Bah, merci. Si on veut aller plus loin, je pense que Philippe, on peut lire tes ouvrages, lire ton blog, te suivre sur LinkedIn. C'est déjà pas mal. C'est une très bonne idée. Avec plaisir pour Dominique, échanger mhm. sur les réseaux sociaux. Dominique, pareil. Et puis, bah, je vous remercie. Puis, je vous souhaite de prendre encore plein de bonnes décisions. Merci à toi. Merci. Salut. Au revoir.